combustible, un grand groupe qui est en train de se transformer, une jeune entreprise qui s'est créée et qui a intégré déjà cette idée dès la conception de son entreprise. Mais pour démarrer, j'ai le plaisir donc d'accueillir Anne-Sophie Gagé, vice-présidente et directrice générale Europe de l'Ouest de Colgate-Palmolive. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour partager un peu de mon quotidien, à savoir comment on met la circularité de nos emballages au cœur de l'animation du business. Effectivement, c'est un objectif très ambitieux, qui est un objectif qui anime l'ensemble des salariés du groupe Colgate-Palmolive, avec un objectif principal qui est de réduire l'impact de nos emballages. Le groupe Colgate-Palmolive, pour situer un petit peu notre problématique, vous le connaissez, vous avez certainement un de ces produits chez vous, en tout cas je l'espère. Nous sommes tous engagés derrière une mission, et cette mission c'est d'offrir un futur plus sain à l'ensemble des personnes sur la planète, à leurs animaux domestiques, et aussi un avenir plus sain à la planète. Je commence par ce point-là, puisque l'engagement de responsabilité écologique a été mis dans la mission de l'entreprise. Bien sûr, on n'est pas là, notre mission première n'est pas de sauver mais la planète, mais c'est d'apporter du soin et de la santé à tous, quel que soit le niveau de revenu et la localisation sur cette planète, tout en la protégeant. Et ça, c'est un point important, puisque ça permet de rallier l'ensemble des acteurs derrière cet objectif-là au quotidien. On sait qu'on peut être assez découragé quand on fait face à l'enjeu qui est face à nous, et c'est important de le mettre au cœur de la mission. Donc ce serait mon premier partage. La problématique que nous avons à gérer, c'est que nous sommes présents dans 56% des foyers dans le monde, avec au moins l'une de nos marques, sur des catégories telles que la santé bucco-dentaire, la santé animale avec la marque Hill's, qui n'est pas ici, l'hygiène beauté avec un certain nombre de marques dans le monde, et l'entretien ou la propreté de la maison. Donc des catégories qui sont essentielles à notre quotidien, des produits qui sont vendus en moyenne entre 3 et 5 euros. Et donc engager la transformation environnementale de nos produits à ces niveaux de prix est particulièrement problématique. La première chose que nous avons fait, donc, c'est effectivement d'être très disciplinés, et la discipline est un mot important, derrière les engagements pris par la société, engagements que nous avons commencé il y a une vingtaine d'années. Et bien sûr, on s'est inscrit dans une trajectoire avec des objectifs SBTI en 2020, trajectoire à 2025 et à 2030, qui couvre un spectre plus large que celui des emballages, mais sur lequel nous sommes très engagés. Dans cette colonne de gauche, vous avez notre première priorité est de faire en sorte qu'on est responsable de notre scope 1 et de notre scope 2, et donc à nous de mettre tout en œuvre pour pouvoir accélérer sur ces deux scopes-là. Cette accélération, elle ne doit pas être uniquement l'objectif de la supply chain. C'est vrai que la supply chain est extrêmement importante dans cet objectif-là, mais c'est aussi l'engagement de l'ensemble d'une société. Et le deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de désiloter l'entreprise de façon à ce que ce sujet fasse l'objet de groupes de travaux multifonctionnels dans l'entreprise. Le net zéro déchet que vous voyez là, il est vrai pour nos usines, c'est un objectif pour l'ensemble de nos filiales commerciales. Tous nos bureaux commerciaux doivent être net zéro déchet à la fin de 2025 et certifiés de façon indépendante. C'est quand même un sacré engagement, ça veut dire que 90% des déchets que nous émettons en travaillant ensemble dans un lieu, et la solution c'est pas de mettre tout le monde en télétravail, soit effectivement 90% des déchets soient recyclés. Bon, ça peut paraître anecdotique pour un bureau commercial, mais ça permet aussi de mettre ce sujet comme un sujet d'attention de chaque salarié. Alors, par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui est la réduction de l'emballage, on a pris un certain nombre d'objectifs en 2020, pour 2025, d'avoir 100% des emballages émis dans le monde recyclables, d'avoir un taux de réduction de plastique vierge engagé dans nos lignes de production à moins 33%, par rapport à 2019, et d'utiliser 25% de plastique recyclé dans tous les produits que nous engageons en e-commerce ou vers la grande distribution. Donc c'est des objectifs qui sont assez audacieux, on est en train de les réaliser, on n'est pas encore en 2025, mais le dernier point date à 2023 nous annonçait très bien parti. Je crois que sur le dernier élément, on était à 23,5.
Donc il est fort à parier qu'on sera à ces objectifs, voire au-delà. Discipline derrière ces objectifs. Pour vous donner un exemple, vous connaissez peut-être la marque Sanex, les gels douche Sanex. C'est une marque qui s'est construite il y a une trentaine d'années, qui a inventé la transparence des ingrédients auprès du consommateur. C'est le positionnement de la marque, innocuité et transparence. Ce produit, il était disponible à l'ensemble des consommateurs, Sanex Zero, au travers d'un emballage transparent. Il n'était pas possible de garder l'emballage transparent et de monter le taux de recyclage au-delà des 25%. Donc vous pensez bien que j'ai eu toutes les équipes marketing dans mon bureau pour me dire que c'était impossible de changer le packaging Sanex, que la marque allait s'effondrer. Il nous arrive, par discipline derrière ces engagements, il nous arrive de prendre des décisions qui poussent le consommateur dans ses retranchements. Et on y va, quoi qu'il arrive, parce que cet engagement est plus fort que la dernière étude consommateur. Alors, on ne le fait pas tout le temps, mais dans ce cas-là, on a pris le risque, et c'était un beau risque à prendre, puisque les consommateurs nous ont suivis. Alors, parfois, donc discipline, ce serait mon premier mot. Le deuxième mot, c'est le mot de partage. Certaines technologies sont un petit peu plus difficiles à mettre en place. C'est notamment ce qui nous est arrivé au niveau du tube de dentifrice. Nous en vendons 10 milliards par an. Vous en consommez à peu près une dizaine de tubes chacun par année. Ce tube de dentifrice, vous l'avez connu bimatériaux. Il y avait par le passé une couche de plastique et une couche d'aluminium. L'association de ces deux matériaux permettait, en plus de donner toutes les informations aux consommateurs, de pouvoir avoir une pression sur le tube, mais aussi une étanchéité du produit mis à l'intérieur. Après des années de recherche et développement, on a mis au point une technologie monomatériaux en PEHD. Cette technologie que nous avons brevetée, nous l'avons mis en open source de façon à ce que l'ensemble de l'industrie puisse l'adopter très rapidement. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que si nous pensons circularité des emballages, il est important que l'ensemble de la filière puisse s'occuper de cet emballage en même temps. Et donc, si tous les recycleurs du monde entier doivent se préoccuper des dentifrices, c'est mieux qu'ils aient un seul matériel à se préoccuper pour bien pouvoir le trier. Et donc, cet engagement de décarbonation et de circularité des emballages nous a amené à assez tôt mettre en principe directeur celui du partage. Alors, bien sûr, on a été en contact avec les différents écosystèmes de l'ensemble des pays du monde pour faire en sorte que ce tube puisse réellement être recyclé par ces chaînes-là. Donc, si vous ne le faites pas aujourd'hui, merci de bien placer vos tubes de dentifrice, si c'est un Colgate, Elmex, mais aussi si c'est ceux d'autres marques, dans la poubelle jaune, puisque ce sont des produits qui sont maintenant, pour la plupart, monomatériaux. Donc, partager, c'est mon deuxième mot. Pas ce que j'ai fait. Voilà, excusez-moi. Alors, ma troisième slide, elle ressemble un petit peu à une forêt de bonsaï. D'ailleurs, j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Merci beaucoup. La prochaine montagne qu'on a à gravir, elle est assez difficile. On est content de notre score à 100% de recyclage, à 25% de matériaux recyclés, mais il faut qu'on aille au-delà et beaucoup plus loin. La difficulté qu'on a jusqu'alors, en fait, sur ce scope 1, ce scope 2 et sur ces changements des emballages, on l'a fait à notre propre initiative en absorbant à 100% le coût de ces nouvelles technologies. Absorption que nous avons réalisée par gain de productivité. Mais nous n'avons rien demandé aux consommateurs. C'est quelque chose qui a été transparent pour le consommateur. La prochaine étape, il faut qu'on l'engage, ce consommateur. On n'y arrivera plus tout seul. Et c'est là où la montagne devient beaucoup plus compliquée pour nous et où la data va jouer un rôle assez important. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour effectivement monter cette prochaine montagne? Le premier point, c'est l'éco-conception. C'est faire en sorte que dans tout nouveau produit, il soit dessiné, pensé avec un impact environnemental réduit dans une logique d'éco-conception. Et le deuxième élément, c'est d'adapter son go-to-market, enfin sa mise en marché, à l'effort demandé aux consommateurs. Donc c'est pour ça qu'ici, je vous ai mis sur la chaîne des choses qui demandent peu de choses aux consommateurs, sur lesquelles on peut y aller rapidement et en remplacement de nos offres, à des choses qui demandent énormément aux consommateurs, sur lesquelles on va y aller en incrémentalité partielle ou en incrémentalité totale. Donc si je vous prends un exemple, le déodorant Sanex Zero, il avait par le passé un capuchon en plus de son petit diffuseur. On a supprimé le capuchon.
Bon, il y a certains consommateurs qui nous ont écrit en nous disant qu'on avait oublié quelque chose, mais on a continué à avancer. Donc ça, on était en remplacement. C'est quelque chose sur lequel on est encore dans le driving seat, si je puis dire. D'autres produits, comme les recharges, c'est comment faire en sorte que les consommateurs, au lieu d'acheter une bouteille de gel douche, achètent une recharge qui a 27% de plastique en moins. Là, on est en incrémentalité partielle. On change notre offre en magasin, pas complètement, on va chercher un petit peu d'incrémentalité, mais on y va avec pas mal de déterminisme. Là, vous êtes dans un format pareil de recharge, mais où on a concentré un peu plus le produit. Donc là, le consommateur aura un effort à faire de dilution. Donc là, on commence d'être dans une incrémentalité, dans la mise en marché. On va aller chercher de la place en linéaire un petit peu additionnelle et pas supprimer des codes. Et puis, vous avez des gestes qui sont encore un petit peu plus forts, qui, du coup, nécessitent là un effort consommateur plus important sur lequel on va être en incrémentalité forte et on va aller chercher du partenariat pour laisser ce produit émergent. Donc, le geste que vous allez faire en sortant de cette conférence, vous allez être convaincu, c'est d'aller acheter un dentifrice à croquer. Là où c'est un effort consommateur hyper important, c'est que finalement, on va demander au consommateur de créer le dentifrice dans sa bouche. C'est une pastille que vous allez mettre dans votre bouche et c'est votre salive qui va créer la pâte. Ça marche super bien et ça, c'est un produit extrêmement éco-conçu. On pense qu'on a à peu près 2 à 3 générations pour que vraiment le produit soit adopté, mais il remporte tous les awards en test consommateur. On est là face à un problème qui est l'éducation du consommateur et sa capacité à faire un effort pour casser son achat réflexe. Et c'est là où il y a un certain nombre de choses qui, pour nous, sont importantes. Mon troisième mot, c'est l'engagement. C'est qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour accélérer le changement du geste consommateur. L'éducation, pour nous, est un élément important. On peut être vite découragé quand on s'engage dans la transformation des offres produits, puisque ça met beaucoup de temps et je ne vous ai pas parlé de tous les échecs, je vous parle des produits qui réussissent pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit que dans notre entreprise, nos salariés sont nos premiers consommateurs et que dans vos entreprises, vos salariés sont des consommateurs. Et donc, si chacun, on passe un temps important à former sur les enjeux, eh ben, on engagera le consommateur sur des changements de comportement beaucoup plus rapidement. Donc, mon premier mot, il y a la fresque de l'économie circulaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est hyper pratique, hyper ludique à faire. On en fait, nous, une dizaine de sessions dans l'année, on fait des groupes d'innovation derrière, c'est génial pour engager l'entreprise derrière. Mon deuxième message, ce serait de travailler en partenariat, la filière au sens large, fabricants, fournisseurs, fabricants, transformateurs, retailers et bien sûr la chaîne de recyclage derrière. Comment on peut ensemble se créer des espaces de réflexion pour aussi donner de la visibilité, du temps et de l'information à ces nouveaux produits qui sont un petit peu plus exigeants pour le consommateur. Et là-dedans, la data est un levier énorme pour pouvoir accélérer. J'aime bien la remarque de Cédric qui est de dire il n'y aura de circularité de l'emballage que s'il y a de la circularité de la data. C'est comment on fait en sorte de partager toutes ces informations tout au long de la filière pour pouvoir accélérer. Alors, GS1, pour nous, le code unifié, en fait, nous intéresse beaucoup. On fait déjà du QR code quand on s'engage aujourd'hui avec les consommateurs. Ce code unifié, pour nous, il ouvre des opportunités très intéressantes. On va être soumis au Digital Product Passport sur la détergence rapidement. Donc ça va être un canal très intéressant pour nous pour transmettre cette information. Il peut nous permettre de simplifier nos packaging. Je ne sais pas quels sont exactement dans quel domaine vous travaillez, mais nous sur nos packs, de temps en temps, c'est un petit peu arbre de Noël, entre un barcode, un QR code consommateur, un code Datametrics pour être sûr que l'étiquette est bien mise en ligne. Demain, on pourra peut-être utiliser qu'un seul code. Ce serait pas mal. Et ça nous permettra d'avoir des packaging plus simples. On peut aussi s'engager avec la distribution pour transmettre plus d'informations aussi augmentées, notamment sur des scopes 3 ou de l'impact environnemental de nos emballages. Moi, mon rêve, vous avez certainement dû tous déjà calculer votre empreinte carbone et vous êtes tous arrivés à la conclusion que vous n'étiez pas aux 3 ou aux 2 tonnes par an. Et si on avait chacun, si on pouvait donner au consommateur demain son empreinte carbone de sa grande consommation, si avec sa carte Casino au Carrefour, on pouvait lui dire
dans son année qu'il a consommé tant de plastique, qu'il a consommé tant de plastique recyclé, si on pouvait lui donner l'information que sa consommation elle est en train de diminuer grâce à ses efforts, alors c'est comme un salarié, on va l'engager beaucoup plus à faire d'autres efforts. Et pour nous, ce code unifié GS1, c'est une porte ouverte pour aller engager un dialogue avec le consommateur, qu'il s'inscrive dans le temps, de façon à l'émuler pour qu'il fasse encore mieux, avec nous bien sûr. Voilà. Et la petite étincelle que j'allume le matin, c'est de me dire que il faut engager le consommateur, que je suis une consommatrice et que je ne suis pas toujours tout le temps engagée, mais qu'à force de me former, à force de former l'ensemble de nos salariés, on arrivera à faire avancer ce monde. Merci Anne-Sophie. Merci beaucoup. Je vais reprendre aussi la zapette. Hop. Merci. Donc vous avez pu voir effectivement à quel point une grande entreprise peut changer et bouleverser ses habitudes. Il y a des freins. Merci de nous avoir montré comment surtout vous avez dépassé ces freins pour offrir vraiment de véritables opportunités. Et